2 minutes. Ouais, ouais. Il y a quelques personnes de Coalia aussi qui participent à distance. Ah, ouais, mais... On va être prêt à commencer, tout le monde. Vous pouvez venir vous asseoir en avant, là. C'est Philippe. Oui. Stéphane, est-ce que tout est beau pour... super, merci. Donc, bonjour, bienvenue à ce midi découverte du Cégep de Thetford. Donc, une formule qui remplace les rendez-vous innovation-recherche là, pour ceux qui connaissaient la formule et qui ont déjà participé aux rencontres. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai organisée. Je travaille au bureau de la recherche du Cégep. Puis, les autres présentations qu'on va faire là, dans les semaines et mois à venir, c'est organisé aussi en collaboration avec l'Observatoire national de l'amiante. Donc, si vous aimez la formule aujourd'hui, sachez qu'il va y avoir d'autres présentations, puis que ça va être, il va y avoir de la promotion là, dans les réseaux de l'Observatoire national et aussi du Cégep. On fait la rencontre aujourd'hui en formule hybride, donc on accueille une cinquantaine, 40, 50, on doit être autour de 50, à peu près étudiants et étudiantes de technologie minérale. Leurs enseignants ont jugé que c'était pertinent à intégrer dans le cadre de leur cours, donc merci d'avoir lancé l'invitation. On a également des gens à distance, donc on va enregistrer la présentation. On ne devrait pas vous voir là, sur l'enregistrement, on va voir vos derrière de tête, puis si vous posez des questions, on va entendre votre voix, mais ça va être tout. Même chose pour les gens qui sont à distance, les caméras sont fermées, donc on ne vous verra pas à l'écran. Est-ce que l'enregistrement va être disponible après? Oui, l'enregistrement va être disponible après et vous pourrez la partager sans problème et sans restriction. Oui, c'est ça. La présentation d'aujourd'hui, elle va être suivie par une période de questions. Donc, les gens dans la salle, vous aurez juste à lever la main. Il va falloir parler dans le micro pour que les gens à distance puissent vous entendre. Puis, pour les gens qui sont à distance, il y a la fonction questions-réponses dans Teams qu'il faudrait utiliser pour poser les questions qu'on va adresser à Francis à la fin. Ça se peut que je me permette d'étirer un petit peu, étant donné qu'on est plusieurs, puis s'il y a beaucoup de questions, donc je ne restreindrai pas les échanges, mais si vous avez un autre engagement à 1h30, soyez pas gênés, vous pouvez quitter tranquillement, on ne le prendra pas personnel. Sinon, sans plus attendre, je vous présenterai notre présentateur d'aujourd'hui, qui est Francis Donati-Daou, qui est enseignant en technologie minérale ici au Cégep de Thetford depuis plus d'une douzaine d'années. Puis il était également chercheur à l'Observatoire national de l'amiante depuis le tout début, Francis? Ou presque? C'est la 3e année. Donc, merci de ta présence, puis je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sarah. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'un an et demi de travaux de recherche. Donc, que j'ai commencé début 2023, en fait, et j'ai publié les résultats en mai dernier.
Donc, c'est une présentation que j'ai faite à ce moment-là, le 22 mai à Val-des-Sources, lors d'un colloque organisé par l'Observatoire national de l'amiante. Et le sujet de la présentation, c'est donc la susceptibilité de présence d'amiante dans le socle rocheux au Québec. Pour résumer, pour synthétiser le titre, on pourrait dire aussi la cartographie de l'amiante au Québec. Où peut-on retrouver de l'amiante d'origine naturelle dans la roche au Québec? Il y a des enjeux associés à ça, donc des enjeux de santé, parce qu'on sait que l'exposition à l'amiante, c'est dangereux. Alors, il y avait différents intervenants qui avaient besoin de savoir, bien, si on fait tel travaux à tel endroit au Québec, est-ce qu'il y a des chances que je trouve de l'amiante? L'hypothèse de départ, c'était qu'il y en avait beaucoup à Thetford Mines et à Val-des-Sources, parce que c'est là que s'est concentrée l'exploitation de l'amiante au Québec. Mais vous allez voir, les résultats démontrent qu'il y a de l'amiante aussi à l'extérieur des régions amiantifères du Québec. Alors, je vous ai parlé très rapidement des objectifs du projet. Je vais faire un petit mot sur l'amiante, c'est quoi? Donc, c'est important de bien définir l'amiante quand on la recherche, quand on veut savoir où la trouver. Je vous présente la méthodologie que j'ai utilisée. Donc, c'est beaucoup de traitement de données géoscientifiques. Et donc, de quelle façon, quels critères on a retenus pour savoir à quel endroit se concentre l'amiante au Québec. Donc, une méthodologie qui est basée sur le BRGM, je vais en parler un petit peu, qui a été adaptée chez nous à l'ONA. Donc, je vais parler de gîtes, de gisements d'anciennes mines, de structures géologiques, de lithologie, qui est la sorte de roche qu'on a étudiée, et de minéralogie. Donc, bien entendu, à la fin, je vous présente les résultats. Donc, le résultat, c'est une cartographie. Vous avez un échantillon de ces résultats-là derrière la salle. Donc, on a mis 4 cartes qui ont été mises en page. En réalité, on en a produit 21 pour couvrir l'ensemble du Québec. Et je vous invite, après la présentation, à aller observer de plus près ces cartes-là. Et je vais vous présenter aussi la cartographie en ligne qu'on a fait. Donc, sans m'éterniser sur les objectifs, l'objectif, c'était d'améliorer les connaissances sur l'amiante dans le socle rocheux sur le territoire québécois et de développer une méthode propre à notre contexte géologique, à nos contextes géologiques. Donc, pour résumer les grandes lignes du projet, de quelle façon ça s'est déroulé. Donc, 1 an et demi de traitement de données géoscientifiques, 2 professionnels de recherche, dont une ancienne étudiante de technologie minérale qui a participé à un projet Exploration puis qui a continué après comme contractuel. On a généré des centaines de fichiers. On a utilisé des centaines de fichiers. On a généré plus de 3 téraoctets de données. Donc, il y a un volume de données immense qui a été généré par le traitement de données géoscientifiques. On a fait 4 versions. Donc, il y a 1 an et demi, environ, un peu moins, j'avais présenté des résultats préliminaires. C'était la première version. Maintenant, on est rendu à la version numéro 4, qui est la version finale. On a analysé 208 gîtes et indices d'amiante. Et on a étudié 135 000 entités géologiques, donc des zones géologiques. On a étudié les descriptions de 135 000 zones géologiques. L'amiante, c'est quoi? Donc, des minéraux à l'habitus fibreux qui sont, si on regarde sur cette image, donc vous avez 3 sortes d'amiante qui sont représentées ici. En haut, le chrysotile, qui provient du groupe des serpentines. Donc, c'est le minéral le plus commun qu'on a exploité ici au Québec. Ailleurs dans le monde, il y a eu d'autres sortes d'amiante qui ont été exploitées aussi dans différents pays. Mais au milieu, vous voyez l'amiante brune, qui est de la mosite, puis en bas, vous voyez de l'amiante bleue, qui est du crossidolite. Donc, l'amiante, en réalité, c'est 6 minéraux différents.
vous avez du chrysotile, qui provient du groupe des serpentines, et vous avez 5 minéraux des amphiboles aussi. Donc l'actinolite, la trémolite, le crocidolite, la mosite, puis l'anthophilite aussi. Donc ce sont des minéraux qui, dans certains contextes, peuvent cristalliser de façon un peu plus massive, mais dans d'autres contextes, ils peuvent se cristalliser en suivant un habitus fibreux, donc libérer potentiellement des fibres. Donc, les deux types d'amiante, les deux grands groupes, c'est donc les serpentines et les amphiboles. Les serpentines, à gauche, donc, font partie des groupes des phyllosilicates. Donc, ce sont des feuillets de tétraèdres de silicium. Ces feuillets-là, si vous voyez le petit schéma en bas à gauche, donc ces feuillets-là vont s'enrouler sur eux-mêmes pour former la fibre de chrysotile. Donc ça, c'est la forme du groupe des serpentines. Tandis qu'à droite, donc on a une double chaîne de tétraèdres. Ça, c'est toutes les amphiboles. Et la structure cristalline, moléculaire des amphiboles va se refléter aussi sur leur forme. Donc, ce sont des fibres qui vont être beaucoup plus droites. Comme on voit sur le MEB, les photos au microscope électronique à balayage à droite. Donc, en C, c'est du chrysotile qui est un peu plus frisé, un peu plus arrondi, si on peut dire. Donc, moins droit, puis les autres qu'on voit là à côté, qui ont une forme plus droite, ce sont des amphiboles. Donc, pour cartographier l'amiante au Québec, on s'est basé sur une démarche qui provient de la France, donc du Bureau de recherche géologique et minière, donc le BRGM, et donc ils ont publié plusieurs rapports, plusieurs cartes de probabilité, donc dans certains secteurs où le contexte géologique s'y prête, à savoir, il est plus ou moins probable de trouver de l'amiante dans certaines régions. Donc, vous avez une gradation ici sur la carte de rouge à jaune, où le rouge, c'est les endroits où la probabilité est forte à très forte de retrouver de l'amiante. Et la gradation se fait jusqu'à nul à très faible pour les zones jaunes. Donc, pour leur projet de recherche, le BRGM avait considéré 3 critères: la lithologie, donc la sorte de roche, la minéralogie et l'intensité, le type de déformation, donc le métamorphisme. Donc, pour chacun des critères, ils ont fonctionné par donc termes, des termes qui ont eu une pondération qui leur ont été attribués. Et si ces termes-là étaient trouvés sur la carte, par exemple, à ce moment-là, ça permettait de pondérer chacune des zones. Et pour chacun des critères, ils ont fait une pondération, ils ont additionné ces pondérations-là pour obtenir la carte finale. Donc, c'est la démarche qu'on a trouvée très intéressante. Pour nous, au Québec, le contexte géologique est un petit peu différent. Donc, en France, ils ont des roches les plus vieilles qui vont dater d'un peu plus de 2 milliards d'années. Nous, au Québec, on a des roches qui vont jusqu'à 4 milliards d'années. Donc, on a forcément un certain contexte géologique qui est différent de celui de la France. Donc, il fallait adapter pour ça. Et certains types de roches qui ne sont pas observées non plus en France, là, mentionnons les comatites, des roches très, très vieilles qu'on n'observe pas dans des contextes un peu plus récents. Donc, on a adapté, nous, la liste des termes recherchés en fonction de notre contexte. Et donc, on a intégré aussi des informations qui proviennent des indices et des gîtes d'amiante. Parce qu'en France, il y a eu très peu d'exploitation d'amiante. Mais nous, au Québec, on a eu une grosse quarantaine de mines qui ont exploité de l'amiante pendant plus d'une centaine d'années.
Donc, c'était une industrie à une certaine époque qui était très florissante et qui, associée à cette industrie-là, il y avait beaucoup d'explorations qui se faisaient pour trouver des nouveaux gisements d'amiante. Et il y a plusieurs gîtes qui ont été identifiés. Donc, on en a dénombré 208 gîtes d'amiante au Québec. Pour les indices et les gîtes, chacun est décrit comme ça avec une fiche de gîte. Donc, on va chercher l'information là-dedans. Et ce qu'il y avait de très intéressant, c'est qu'il décrivait très bien la dimension de chacun des gîtes, la forme de la minéralogie qui était observée pour chacun des endroits. Vous voyez à gauche les endroits où on retrouve des gîtes d'amiante au Québec, donc bien sûr dans les Appalaches, mais on voit aussi qu'il y a des gîtes dans la région des Laurentides, de l'Outaouais, de l'Abitibi, de Chibougamau et dans le nord du Québec également. Donc, on a étudié en profondeur chacune de ces fiches de gîtes-là pour déterminer la grosseur de chacun des gîtes et indices d'amiante. Puis, on a créé une couche ponctuelle qui est pondérée en fonction de la grosseur des gîtes. Donc, c'est exactement la plus grosse dimension observée sur le terrain qui a été cartographiée sous forme de pastilles de différentes grosseurs. Donc, c'est à l'échelle. Vous voyez ici la région d'Esbrotten et de Tring-Jonction et la Beauce. Donc, plusieurs gisements qui ont été exploités dans le secteur d'Esbrotten et de Tring-Jonction. Mais on voit aussi un gros gisement en Beauce, près de la ville de Beauceville, qui, lui, n'a jamais été exploité. Au point de vue de l'analyse des lithologies, donc on a retenu environ une soixantaine de termes géologiques, donc des roches qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins d'affinité avec la présence d'amiante. Et on a pondéré chacune de ces roches-là. Fait que là, ça ici, c'est un extrait de mon tableau Excel. Vous voyez la pondération à droite, donc qui était de 2 pour ces types de roches-là. Et vous avez aussi l'expression de recherche qu'on a programmée dans le logiciel QGIS. Donc, on peut faire un petit peu de programmation dans les SIG, dans les logiciels comme ArcGIS, ou dans ce cas-ci, c'était QGIS plutôt. Pour rechercher de façon automatique certains termes dans des bases de données, puis aller sélectionner des zones géologiques dans ce cas-ci. Donc, l'analyse des lithologies, on a fait un ajustement des critères de recherche là, sur plusieurs semaines. On a validé nos critères de recherche en observant les roches qu'il y a autour des gîtes et des indices d'amiante du Québec. Donc, par exemple, ici, dans la région de Chibougamau, il y a un contexte géologique au nord de Chibougamau qui est reconnu pour la présence d'amiante. D'ailleurs, il y avait un projet minier là, qui a été abandonné, mais qui a failli voir le jour dans le secteur là-bas pour une mine d'amiante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à proximité de chacun des indices et gistes d'amiante, on a sélectionné les zones géologiques, puis on a étudié comme il faut la description de chacune de ces zones géologiques. Donc, vous voyez ici là, le petit tableau, c'est la description de la zone géologique qui est sélectionnée. Donc, je crois ici, c'était des gabbros, des péridotites, des pyroxénites et des dunites. Donc, c'est effectivement des roches qui ont une affinité certaine avec la présence d'amiante. Donc, le résultat pour l'analyse des lithologies, ça nous a permis de créer une première couche d'informations qui vient pondérer les zones géologiques en fonction de leur affinité lithologique, disons-le comme ça, à présenter de l'amiante. Donc, ça, c'était une première couche d'informations. Ensuite de ça, on a travaillé sur la description minéralogique. C'est à peu près le même processus qu'on a traversé. On a retenu des mots donc l'amiante elle-même, tout ce qui est amosite, anthophylite, trémolite,
chrysotile. Donc, tous ces mots-là, on les a retenus, ils ont été pondérés automatiquement à 10 sur 10. Mais aussi la forme non fibreuse des amphiboles d'amiante, qui a été retenue aussi comme étant 10 sur 10. Donc, on s'est dit que, en fait, dans les bases de données, il y avait très peu de mentions d'amiante ou donc l'habitus fibreux n'était pas décrit. On utilisait plutôt les termes comme grunérite et ribéquite, donc qui est la forme cristalline des amphiboles et non la forme fibreuse. Alors, on a utilisé tous ces termes-là et on a eu encore une fois une autre couche d'informations à l'échelle du Québec. Donc, les zones où il y a des minéraux qui sont plus associés à l'amiante. Ensuite de ça, on s'est attardé à l'analyse des structures. Donc, les failles donc les failles majeures dans la région et ailleurs, qui sont associées à des gîtes et indices d'amiante. Donc, les failles ont un rôle à jouer donc, de plusieurs façons là, dans la mise en place des roches qui sont d'origine profonde qui contiennent l'amiante. Donc, il y a un rôle à jouer par rapport à ça, mais il y a aussi un rôle aussi du point de vue gitologique. Donc, pour qu'on ait de l'amiante, souvent, ce sont des péridotites qui contiennent de l'amiante, mais elles doivent être serpentinisées. Donc, ça, c'est une sorte de métamorphisme qui amène, où on doit avoir de l'eau dans le système pour que ça fonctionne. Okay? Donc, la serpentinisation des péridotites implique de l'eau et ces failles-là ont un rôle là, à jouer quant à l'apport en eau là, pour la serpentinisation. Alors, on a cartographié les failles qui sont associées à la présence de l'amiante. Et on a fait une gradation, donc en fonction de la proximité de ces failles-là. Donc, plus on est proche des failles, plus on a de chances qu'il y ait de l'amiante. Et plus on s'éloigne, à ce moment-là, on a moins de chances d'avoir de l'amiante. Rapidement, juste pour vous mentionner, c'est des géostatistiques qu'on a fait. Alors, on a regardé le lien entre la proximité des gîtes d'amiante et la présence de failles. Puis on s'est rendu compte que les gîtes d'amiante étaient, pour la plupart, très proches des failles majeures. Et après ça, on a fait une gradation. Donc, plus on est proche, plus on a la probabilité de retrouver de l'amiante. Donc, on a fait, pour ceux qui connaissent un peu les statistiques, on a fait des quantiles, plutôt, pour être plus précis, des quintiles. Donc, on a fait 5 classes de valeurs. Donc, les 20% les plus proches des failles, les 40% les plus proches des failles, les 60% les plus proches des failles et les 80% les plus proches des failles. Parallèlement, on a regardé aussi les sites miniers. Donc, par une analyse LIDAR combinée avec la photo aérienne. Pour les plus gros sites miniers, on a été capable de dessiner globalement le contour de ces sites-là. On a pu dessiner 42 sites sur les 48. Il y a des très petits sites qu'on ne voit plus rien aujourd'hui, tellement la végétation est revenue, puis tellement ça fait longtemps que ça a été exploité. Donc, il y a des très, très petites mines qui sont presque introuvables aujourd'hui, mais les plus importantes ont été cartographiées. Donc, cette couche-là, vous la retrouverez sur les cartes qui sont derrière, puis sur la cartographie en ligne également. Alors, pour obtenir un résultat final, on a combiné ces 4 couches d'informations-là. Donc, c'est-à-dire en haut, les indices et les gîtes. Vous avez à gauche la minéralogie, à droite les types de roches, donc la lithologie, et en bas les failles géologiques. Et pour finalement obtenir donc un combiné de tout ça,
Et donc, le résultat final présente donc l'amiante au Québec et le constat est que, bon, il y a certainement beaucoup d'amiante dans la région de Thetford et de Val-des-Sources, mais ce contexte géologique-là qui a concentré l'amiante, il est présent un peu partout sur les Appalaches, le long d'une ligne de faille qu'on appelle la ligne Brompton-Bélette. Même ça se continue aux États-Unis, il y a eu des mines d'amiante là-bas aussi, et ça va jusqu'en Gaspésie. Donc ça, c'est un premier contexte, mais on voit aussi que dans les Laurentides, dans la Haute-Lanaudière et ailleurs aussi, au Québec, il y a des zones où la probabilité de retrouver de l'amiante est assez élevée. Et cet amiante-là, c'est pas toujours du chrysotile, même s'il y a eu des mines de chrysotile là-bas, mais on retrouve davantage de minéraux des amphiboles comme la trémolite, l'actinolite dans le secteur là-bas. C'est un contexte géologique qui est très différent. Il est plus relié à des marbres dolomitiques. Donc, des marbres qui ont du magnésium à l'intérieur et qui a été serpentinisé. Entre autres, il y a d'autres contextes, mais celui-là qui est ressorti beaucoup là, dans les Hautes-Laurentides. Ici, donc, c'est une sélection des zones à susceptibilité élevée pour le sud du Québec. Donc, on voit qu'on en a aussi ailleurs que dans la région ici. Donc, les résultats sont présentés sous forme de cartes. On a produit 21 cartes comme ça, par région administrative. Et donc, toutes ces cartes-là sont disponibles sur le site web de l'Observatoire national de l'amiante. Également, on a une cartographie en ligne qui a été produite, qui est consultable même sur le terrain, même sur vos téléphones. Donc, l'application est compatible. Je pourrais essayer ici de vous montrer rapidement. Donc, la cartographie en ligne vous permet, peu importe où vous êtes, d'aller consulter l'information. Et qu'on voit ici la région de l'Abitibi. Ah, vous ne le voyez pas. Excusez. Ça vaut la peine. Je vais vous le... Là, vous la voyez. Donc, voilà. Fait que c'est une application en ligne donc, qui est générée par ArcGIS, donc les fonctions ArcMap en ligne d'ArcGIS. Et puis, toutes les couches d'informations ont été intégrées ici par région administrative. Et il y a même un petit outil autour de moi. Donc, je pourrais rentrer ma position, puis voir à proximité où est-ce que je suis, dans quel type de zone je me situe. Donc, bien entendu, ici, dans la région de Thetford, on est dans une zone chaude. Il y a eu beaucoup d'exploitation dans le secteur. Le rouge, c'est les sites miniers. Oui, voilà. Donc, les sites miniers, ce sont tous des sites miniers fermés. Il n'y a plus d'exploitation d'amiante active au Québec, nulle part, depuis plusieurs années. Mais c'est le contour des mines et des résidus. Puis là, vous avez la gradation ici. Donc, j'ai trouvé intéressant de rajouter un qualificatif, là, donc de élevé à très faible, mais en réalité, qu'est-ce que ça représente pour bien comprendre? Très faible, les zones très faibles, il est hautement improbable d'y retrouver de l'amiante, mais ce n'est pas impossible. Comparativement aux zones où il n'y a aucune couleur, là, c'est géologiquement impossible d'y retrouver de l'amiante. Faible, on pourrait dire que c'est improbable d'y trouver de l'amiante. Moyenne, peu probable. Puis dans les zones foncées, là, à ce moment-là, il serait probable de retrouver de l'amiante dans ces secteurs-là. Oui, c'est ça. Mais en fait, la susceptibilité est la plus élevée dans ce secteur-là. Donc voilà, je vais juste conclure là-dessus, ça ne sera pas long. Je trouvais intéressant de vous montrer la cartographie en ligne parce qu'on a mis quand même beaucoup de temps à préparer ça aussi.
Donc, l'amiante, pour terminer, bien, elle est présente dans différents contextes géologiques au Québec et pas seulement dans les Appalaches et ailleurs qu'on peut en retrouver, mais dans plein de régions. Donc, en Estrie, en centre du Québec, Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Les Hautes-Laurentides et la Haute-Lanaudière ressortent particulièrement. L'Abitibi aussi. Donc, il y a des contextes ultramafiques là-bas là, qui sont propices à ça. La Côte-Nord, Chibougamau, le nord du Québec, la fosse du Labrador. D'ailleurs, au nord de Schefferville, on a trouvé des gîtes de crossidolite, mais ils n'ont jamais été exploités. Donc, ils sont associés à des formations de fer. C'est pour le mentionner. Donc, pour affiner la recherche, bien, il faudrait vraiment confirmer pour tout ce qui est actinolite, trémolite, là, surtout anthophilite, est-ce qu'effectivement ce sont des fibres minérales ou est-ce que ce sont des minéraux qui sont plus cristallisés de façon plus massive? Alors là, ça ne serait pas de l'amiante. Dans notre recherche, on n'a pas pu avoir de données sur les dépôts de surface ni sur les remblais. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent cette information-là à l'Observatoire national de l'amiante, mais on n'a pas cette info-là. C'était très difficile. Alors, les limites de l'étude, c'est le socle rocheux. Donc, les résultats présentent une susceptibilité de présence d'amiante. Ce n'est pas une certitude. C'est la probabilité qui est plus ou moins élevée de retrouver de l'amiante. Mais même dans des zones élevées, on pourrait faire des forages puis passer à côté puis il n'y aurait pas d'amiante. Dans les zones à susceptibilité très faible et faible, il est improbable hautement improbable de retrouver de l'amiante. Donc, le roc est parfois profond, sous d'épaisses couches de dépôt de surface, avec le contexte glaciaire qu'on a connu ici au Québec. Il est possible que le roc qui est présenté dans mon étude il soit très loin de la surface, donc à quelque part, ça limite les expositions. Mais le roc peut être aussi affleurant. Des fibres pourraient être présentes dans les dépôts de surface, mais on n'avait pas d'infos à ce sujet-là. Donc voilà, ça conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. On aurait un peu de temps pour des questions. S'il y en a dans la salle, il faudrait juste parler dans le micro. Bonjour, et merci vraiment pour votre présentation. J'ai beaucoup apprécié. Et au fait, ma question, c'est de savoir, parmi les 4 critères que vous avez utilisés pour réaliser votre étude, est-ce que ce sont seulement ces 4 critères ou bien il y a d'autres que vous n'avez pas eu à utiliser encore? Et aussi une autre question, vu l'importance, comme vous l'avez parlé au début, et de la question qui se pose sur l'amiante en termes d'exposition et tous ces risques-là, est-ce que maintenant le fait qu'on sait les zones où il est probable d'avoir de l'amiante, est-ce que des études sont en cours ou bien on songe à faire des études pour savoir, puisque la population qui est aux alentours de ces endroits, que ce soit humaine ou bien aquatique par exemple, dans le futur, puisque comme la roche, c'est des zones de dissolution qui peuvent se dissoudre, donc s'ils ne sont pas exposés et s'il y a des mesures auxquelles on pense. Merci. Oui, merci pour les questions. Effectivement, il y a un critère de métamorphisme, de degré de métamorphisme qu'on aurait aimé intégrer au modèle, mais l'information au Québec était plus disparates, incomplètes, et certains territoires qui étaient bien couverts là, par l'étude du degré de métamorphisme et d'autres non. Alors, afin de ne pas mettre en lumière certains secteurs qui étaient plus métamorphisés, on a trouvé bon là, de ne pas intégrer ce critère-là dans le projet. Pour l'autre question, est-ce qu'il y a des études en cours?
Oui, il y a des travaux en cours à cet effet-là, mais je vous dirais, ça fait plusieurs dizaines d'années que les questions de l'amiante sont étudiées. On connaît bien, par exemple, au point de vue sécurité des travailleurs, les taux d'exposition là, qui sont permis, tolérables. À ce moment-là, bon, c'est souvent, on fait référence souvent à des normes du travail par rapport aux normes d'exposition. Mais actuellement, il n'y a pas de normes de limite d'exposition pour la population. Est-ce qu'il y en aura une éventuellement? Peut-être, c'est une très bonne question. D'autres questions? Dans la salle? Non? Oui, Claude. Si tu parles fort, c'est correct que tu poses la question comme ça, mais je vais... Je vais te donner celui-là, par exemple. Est-ce que vous avez entrepris des démarches ou communiqué avec les gens au MRNF puis au CIGEOM pour voir s'il pourrait y avoir une façon de rendre accessibles ces données-là ou juste s'assurer que les gens qui sont sur le terrain en géologie, en exploration, qui sachent où aller trouver cette information-là? Oui, bonne question. Puis, depuis la dernière fois, ça a bien progressé. Alors, on a rencontré les gens du ministère, puis les données vont être intégrées au CIGEOM Examine. Donc, et l'information va être diffusée également via le CIGEOM. Alors, il nous restait des petits correctifs à apporter là, à la méthodologie qui a été publiée en ligne là, sur le site de l'ONA. Donc, la méthodologie, toutes les cartes PDF vont être intégrées au CIGEOM Examine. Il reste à voir maintenant la cartographie en ligne. Que va-t-il advenir de la cartographie en ligne? Alors là, c'est une bonne question. Tant que l'ONA est là, il va avoir l'outil va être disponible. Pour les foreurs, ceux qui font du forage dynamitage, pour les minières, pour les gens qui font des grands chantiers, c'est très pertinent de savoir, ça peut être un outil pratique. Mais ça, je ne sais pas si, au point de vue de la pérennité de cet outil-là, je ne peux pas rien garantir. Mais pour le reste, là, on a un très grand intérêt du MRN à intégrer. Ce n'est pas fait encore, mais ça devrait être une formalité, là. Je l'espère. Oui, M. Baron. Alors, M. Natida, C'est juste pour savoir s'il y a une étude future qui se concentre spécifiquement sur les dépôts de surface prévus prochainement? Tu n'es pas le premier qui me pose la question. Beaucoup de gens veulent savoir s'ils creusent dans leur jardin, vont-ils trouver de l'amiante? Pour le moment, il y a de l'information très disparate dans l'industrie. Des forages qui se font partout en milieu urbain, en campagne, mais il n'y a pas de synthèse de cette information-là nulle part. Je ne vois pas dans un avenir rapproché la possibilité de réunir toute cette information-là qui est détenue par des firmes d'ingénierie, par des clients, c'est vraiment pêle-mêle. Alors, ça prendrait des dizaines de personnes pendant plusieurs années pour compiler l'info puis présenter quelque chose comme ça. Peut-être mon outil pourrait servir comme d'hypothèse, parce que c'est sûr, les dépôts de surface et la roche qui est en dessous, il y a un lien entre les deux. Mais outre ça, ça va être difficile de produire une carte des dépôts de surface. Ouais. Ah, une autre question ici. J'arrive avec mon micro. Bonjour, vous avez dit que l'amiante, c'était des minéraux à l'habitus fibreux. C'est quoi habitus? C'est la forme du minéral. Donc, pour bien t'expliquer, la serpentine, qui est un groupe de minéral, Okay. Sous le groupe des serpentines, on peut retrouver, par exemple, de l'antigorite et du chrysotile. L'antigorite, elle a la même formule chimique que le chrysotile.
Et l'antiorite, elle va se cristalliser de façon massive, donc c'est des gros cristaux. Et le chrysotile, lui, se cristallise sous forme fibreuse. Donc c'est la différence. Alors on pourrait dire que c'est le même minéral, mais en réalité, vu qu'ils ont un habitus différent, une forme différente, ben là, à ce moment-là, on dit ben c'est un habitus fibreux, c'est la forme minérale. Donc, habitus, c'est synonyme de forme. Oui. OK. D'autres questions dans la salle? Non? Francis, je ne sais pas si tu voulais inviter les gens à aller voir ta carte en arrière, s'il y en a qui... Oui, vous pouvez aller jeter un œil. On a mis plusieurs centaines d'heures de travail là-dedans. Fait que ben, merci. Ça serait apprécié. Merci beaucoup. Oui, j'avais un auditoire très